Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La Librairie des Humanités. La Librairie des Humanités est une collection pluridisciplinaire coéditée par les éditions L'Harmattan à Paris et par l'UPMF. Elle est destinée à recevoir, dans ses diverses séries, des textes couvrant tout le champ des sciences sociales et humaines. Son caractère universitaire lui fait devoir et privilège de promouvoir des travaux de jeunes auteurs autant que de chercheurs chevronnés. Elle est codirigée par Thierry Ménissier, docteur de l'EHSS, maître de conférences de philosophie politique, et Pierre Cross, chargé de mission sur la politique de publication de l'Université Pierre Mendès France. L'orientation éditoriale de la collection est donnée par un conseil scientifique constitué de Fanny Coulon, économie. Jérôme Ferrand, droit. Jacques Fontanelle, série Côté court. Thierry Ménissier, sciences de l'homme. Alain Spallanzani, gestion. La série Côté court. Côté court est une série dirigée par Jacques Fontanelle. Elle reçoit principalement des ouvrages destinés à l'enseignement à distance de l'UPMF. À ce titre, elle prépare les étudiants de l'UPMF du DUG, de la licence et de certains masters de sciences économiques et de droit, mais elle est également utilisée par de nombreux étudiants appartenant à des formations d'autres établissements. Paru dans la série Côté court. J. Ferrand H. Petit dire. L'Odyssée des droits de l'homme, 2003. Tome 1 Fondation et naissance des droits de l'homme. Tome 2 Mise en œuvre des droits de l'homme. Tome 3 Enjeux et perspectives des droits de l'homme. A. Blanc A. Pessin dire. L'art du terrain. Mélanges offerts à Howard Baker, 2003. C. Amouroux, Que faire de l'hôpital? 2004. Y. Chala dire. L'imaginaire aménageur en mutation, 2004. J.L. Chabot Ch. Tournu dire. L'héritage religieux et spirituel de l'identité européenne, 2004. E. Bogalska-Martin, Entre mémoire et oubli. Le destin croisé des héros et des victimes, 2004. A. Fergen, ed. Gouvernance locale et développement territorial, 2004. C. Offredi dire. La dynamique de l'évaluation face au développement durable, 2004. 50. Debord La mosaïque brisée ou l'économie au-delà des équations, 2004. Pêcher le rugby professionnel en France, 2004. Y. Politi et Ali, dire. L'organisation des connaissances. Approche conceptuelle 2005. J.L. Chabot, P. Didier, J. Ferrand et Le Code civil et les droits de l'homme 2005. Derigo, Le Christ du dimanche. Histoire d'une image médiévale 2005. C. Martin et Al Pologne, La longue marche 2005. Monsieur Lequan dire Métaphysique et philosophie transcendantale selon Kant 2005. 50. Ben Sahel, P. Marchand ed. Les régions de Russie à l'épreuve des théories et pratiques économiques, 2005. H. Leroux, De la phénoménologie à la sociologie de la connaissance, 2006. O'Forlin, Les intellectuels français et l'Italie 1945 à 1955, 2006. G. Orcel Larue choisie 2006. T. Ménissier dire. L'idée d'empire dans la pensée politique, historique, juridique et philosophique, 2006. Esplana, Le prosélytisme religieux à l'épreuve du droit privé, 2006. Monsieur Kaufmann Gouvernance économique mondiale et conflits armés, 2006. C. Abattu, B. Lamotte dire. Diversité et inégalité, quelle pratique de formation? 2006. G. Coquille dire, Évaluer les politiques sociales, 2006. A. Taïrou Analyse et décisions financières, 2006. S. Hernandez Le monde du conte, Contribution à une sociologie de l'oralité, 2006. 1. Vezeanu L'identité personnelle à travers le temps, 2006. Esgal et Ali, ed. Figure de la médiation sociale, 2006. J.L. Chabot Introduction aux sciences sociales, 2006. H. Jaco Afouquet ed. Le citoyen, l'élu, l'expert. 2007. J. Lapez et Ali, Éléments d'analyse sur le développement territorial, 2007. Monsieur Ben Saïd et Ali, Économie des organisations. Tendance actuelle 2007. Arocha à Anchar. Histoire d'une division de Waffen-SS bosniaque, 2007.
Pétillard le pain des temps maudits, suivi de Mauthausen, témoignage, 2007. Défense de la France, les témoins qui se firent égorger, 2007. 5 Garcia, l'anarchisme aujourd'hui, 2007. Desgigranges, du Maule au maquis des Glières. Vie et mort d'un jeune résistant savoyard Paul Lépine, 2007. C'est Dutheil-Pessin Y. Néra, Aide, hommage à Alain Pessin, un sociologue en liberté, 2007, P. Saltel, une odieuse passion. Analyse philosophique de la haine, 2007. Monsieur C. Monnoyer, Péterno Aide, mondialisation des services, innovation et dynamique territoriale, 2007. Monsieur Lebert, Aspalanzani, Aide, regard sur la recherche en gestion, 2007. Gisèle Guichet, Aide, usage politique de l'animalité, 2008. Monsieur Fontanelle, sportif de haut niveau, manager en devenir, 2008. 5 Plochu A. Taïrou, méthodologie du diagnostic d'entreprise, 2008. J.W. de Rémet dire, le refuge et le piège, les Juifs dans les Alpes, 1938 à 1945, 2008. Ph. Anu, G. Vergnon dire, Vercors, résistance en résonance, 2008. À Gauchet, observance thérapeutique et VIH, 2008. Monsieur Fontanelle, sportif de haut niveau, manager en devenir, 2008. N. Didri, les enjeux de l'événement sportif, 2008. Desaït, Aspalanzani, la recherche en management et en économie, 2009. Monsieur Kaufmann, méthode statistique appliquée aux relations internationales, 2009. Péchet dire, regard sur l'économie et le management du sport, 2009. À Mavridis, les Grecs à Grenoble, des pionniers à nos jours, 2009. C'est Offredi et F. Ravou, ed. La notion d'utilité sociale au défi de son identité, 2009. 50 Bensa El Perrin, J. Fontanelle, B. Corvézier-Drouard, ed. Les organisations non gouvernementales, 2009. N.E. Sadi, analyse financière d'entreprise, 2009. N.E. Sadi, contrôle de gestion stratégique, 2009. 5 Huys Clavel, images et discours au XIIe siècle, les chapiteaux de Sainte-Marie-Madeleine à Vézelay, 2009. G. Sharp, de la dictature à la démocratie, un cadre conceptuel pour la libération, 2009. G. Sharp, la force sans la violence, 2009. G. Sharp, l'anti-coup d'État, 2009. J. Ferrand aide, juriste en utopie, 2009. 5 Ferron, la politique des Lumières, le cas Filangieri, 2009. J. Fontanelle, aide, économie politique de la sécurité internationale, 2010. Auforline, l'idée nationale en Italie, fin 18e début 21e siècle, 2010. H. Hamon-Valenchon, Yem et cancer, récit de maladie, 2010. R. Effantin, les comptes de groupe, technique de consolidation, 2010. Kent, l'adhésion de la Turquie à l'UE, une conditionnalité hors du commun, 2010. À Bagnasco, Sécourlet, Genovarina, Sociétés urbaines et nouvelle économie, 2010. F. Mouterde et Estroza dire, les nouvelles frontières de l'évaluation, 2010. B. Lamotte, Sémassi Coord. Pour une sécurité professionnelle, nouveaux dialogues, nouveaux espaces, 2010. À Rosan-Vallon, la gestion des opérations d'aide au développement, 2011. Péchet aide, les grands stades, au cœur des enjeux économiques et sociaux, 2011. B. Dreyfus, regard contemporain sur la défense sociale nouvelle de Marc Ancel, 2011. J. Ferrand, revue l'irascible, Penser la réforme pénale numéro 1, 2011. F. El Moustaoui, François Mitterrand et le Moyen-Orient, 2011. J. Perrin, pourquoi les sciences économiques nous conduisent dans le mur, 2011. Péchet, les grands stades. Au cœur des enjeux économiques et sociaux entre collectivités publiques et clubs professionnels, 2011. Ouverture. Polysémie du rapport Antiquité-modernité européenne. JEANLUG Chabot. Professeur émérite de sciences politiques. UNIVERSITE de Grenoble. Ce colloque que nous entamons présentement vient conclure une aventure intellectuelle qui avait un double objet. Le croisement et l'échange entre enseignants-chercheurs de disciplines différentes, droit, sciences politiques, histoire, philosophie, etc., sur une thématique commune, l'histoire de la pensée fondamentale, philosophie, religion, politique, en Europe, d'une part,
et d'autre part, une quête intellectuelle sur le contenu de l'identité européenne. D'où l'appellation de carrefour disciplinaire, penser l'identité européenne. Il eût été peut-être préférable de recourir à l'expression de carrefour thématique, puisque le concept de discipline est ambivalent, signifiant tout à la fois une spécialité scientifique de légitimation pour le recrutement des enseignants d'université et de matière d'enseignement universitaire. Tel était il y a une dizaine d'années le concept retenu par l'université pour susciter ce type de démarche, qu'on qualifie aujourd'hui plus opportunément de séminaire transversal. Au cours de cette petite décennie, le CDPIE, avec l'aide du Conseil de l'Université Grenoble 2 et le soutien de son ancien président Claude Courlet, a retenu et décliné les thèmes suivants par des séminaires, des colloques et des ouvrages. La question du lien civique dans l'histoire de l'Europe, rationalité, foi religieuse, foi civile, l'héritage religieux spirituel de l'identité européenne 1, figure de la médiation et lien social 2, la pensée politique de Rousseau, peuple et nation dans la pensée de J.J. Rousseau, la question de l'identité européenne chez J.J. Rousseau, le citoyen entre les nations. Le statut de l'international chez Rousseau. La question des représentations de l'Antiquité dans la pensée européenne moderne et contemporaine qui fait l'objet de ce colloque s'engage sur deux pistes possibles qui pourraient se résumer aux deux interrogations suivantes. Que reste-t-il de l'Antiquité au sein de notre culture européenne ? Quelle vision avons-nous de l'Antiquité ? Au fond, une double analyse historique objective et subjective de la part d'Antiquité dans notre modernité européenne des derniers siècles. Pour introduire cette démarche, il semble nécessaire en deux temps d'éclaircir les concepts d'Europe, d'Antiquité et de modernité pour faire la part de rupture et de continuité entre l'antique et le moderne jusque dans ses prolongements actuels. À la recherche de l'identité européenne entre Antiquité et modernité. Cette idée était issue d'une interrogation sur la construction européenne depuis le milieu du XXe siècle, qui manifestait une quasi-absence de contenu identitaire. L'objectif recherché ne consistait pas à se pencher une fois de plus sur le phénomène de la construction européenne dans ses différentes institutions comme sous ses multiples aspects procéduraux. Il s'agissait de faire apparaître la culture spécifique de ce qui pouvait correspondre à la formule juridico-politique de citoyenneté européenne, proclamée dans le traité sur l'Union européenne de 1992. Quel héritage commun, fondement culturel du présent, pouvait donner une quelconque consistance au patriotisme européen sur lequel s'interrogeaient bien tardivement les ingénieurs sociétaux du constructivisme européen. Pour ce faire, il faut au préalable éclaircir la polysémie conceptuelle du terme Europe, qui peut être ramenée à 4 significations fondamentales distinctes les unes des autres, mais pouvant s'emboîter plus ou moins dans un même discours. Il y a en premier lieu un sens géographique, qui relève de la classification physique en continents. Si la détermination des continents américains et africains ne pose aucun problème, les cas de l'Europe et de l'Asie souffrent de la même difficulté. Où finit l'Europe à l'est et où commence l'Asie à l'ouest ? La Russie européenne domine depuis des siècles un immense territoire principalement asiatique. C'est ce qui donne une certaine légitimité à l'expression « de l'Atlantique à l'Oural ». Cette chaîne de montagnes modestes étant une référence physique artificielle pour signifier la culture russe occidentale au sein de l'actuelle République fédérative de Russie, ex-URSS, ex-empire des Tsars IV. Dans une moindre mesure, cette même question se pose pour la Turquie à l'est et pour le Groenland à l'ouest, puisque ce territoire autonome relève de la couronne danoise. Cette dernière question a été réglée par un référendum négatif en 1982, 10 ans après l'entrée du Danemark dans l'Union européenne et selon les procédures prévues par le traité d'adhésion 5. En second lieu, le concept d'Europe relève d'un sens historique lié à une civilisation qui s'est développée de manière matricielle dans l'espace géographique précédemment mentionné et à partir de lui. Cette civilisation plonge ses racines dans 4 héritages dont l'un d'entre eux est l'élément central et dynamique, à savoir le christianisme sur la base d'une triple influence judaïque, hellénique et romaine. Cette civilisation ne se termine pas avec la fin du Moyen-Âge mais inclut la modernité et continue encore aujourd'hui, même si pour un certain nombre d'auteurs du XXe siècle il s'agit d'un déclin. Le troisième sens est plus restreint et quelque peu paradoxal, car il prétend utiliser le singulier pour signifier une réalité plurielle. L'expression « l'Europe domine le monde »
est employé pour caractériser des États-nations européens en situation de rivalité de puissance et de domination. L'idéologie nationaliste imprégnant les pratiques politiques comme les esprits, les rapports entre ces États européens traduisent des tensions constantes et des affrontements périodiques du milieu du XIXe siècle au milieu du XXe. Certains d'entre eux ont en commun la pratique de l'impérialisme colonial comme l'avancée économique et technique due à la révolution industrielle. L'expression exacte serait plutôt la suivante: les États-nations du continent européen exercent une hégémonie mondiale. C'est pourquoi, dire de la guerre de 1914 à 1918 qu'elle est une guerre civile européenne, c'est faire une belle phrase qui ne correspond pas à la réalité. Pour qu'il y ait une guerre civile, il faut qu'ait existé au préalable une unité politique, ce qui est tout l'inverse 6. Enfin, le dernier sens est contemporain, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, et correspond au projet politique, même s'il donne l'apparence d'une prééminence de l'économique, visant à constituer une entité unissant les États européens. Il s'agit d'un volontarisme que traduit l'expression « construction européenne ». Évidemment, la quête d'identité à laquelle participe ce carrefour disciplinaire relève du deuxième sens précédemment évoqué, à savoir, la civilisation européenne à matrice historiquement chrétienne s'élargissant progressivement au concept de civilisation occidentale avec la conquête des Amériques et de l'Australie. Le concept d'antiquité peut se décliner en spécifique et en générique. Pour la culture européo-occidentale, l'Antiquité, ce sont les civilisations du bassin méditerranéen dont elle est elle-même le prolongement historique. Les historiens se partagent autour de deux conceptions de cette réalité, selon que l'on retient une définition étroite ou large. Classiquement et de manière restreinte, l'Antiquité se concentre sur Athènes et Rome, auxquelles on rajoute Jérusalem, par l'impact ultérieur via le développement du christianisme dans le cadre de l'Empire romain et parce que le judaïsme pré-chrétien n'est pas sans avoir connu l'influence de l'hellénisme. Les repères chronologiques symboliques de cet ensemble vont de la civilisation minoenne en Crète, -2700-1200, à la date fameuse 476 de la chute de l'Empire romain d'Occident à la fin du Ve siècle. D'autres auteurs prolongent cette antiquité jusqu'au Xe siècle en pleine féodalité européenne, qui apparaît souvent comme l'une des caractéristiques du Moyen Âge. La conception large de l'Antiquité inclut des civilisations plus anciennes en retenant l'écriture comme critère de la différenciation avec la protohistoire, ce qui permet d'inclure les empires de Sumer, d'Akkad ou d'Égypte du Moyen-Orient faisant remonter l'Antiquité au IVe millénaire avant Jésus-Christ. Enfin, la révolution morale et de croyance que constitue le développement du christianisme peut également conduire à distinguer une antiquité pré-chrétienne d'une antiquité chrétienne ou du moins en voie de christianisation. Ces variations d'amplitude de l'antiquité méditerranéenne à l'origine de la civilisation européenne puis occidentale a conduit certains historiens à conférer au concept d'antiquité une validité universelle qui permettrait de l'appliquer à d'autres cultures. Ainsi a-t-on pu parler par exemple d'antiquité précolombienne. Cependant, la projection historique mondiale de la culture européo-occidentale qui pourrait laisser croire à une domination destructrice à l'égard d'autres civilisations, est aussi la révélation de l'universalité de la raison humaine dans le particularisme qu'elle constitue. Autrement dit, les antiquités culturelles différentes au sein de l'histoire humaine ne sont pas nécessairement égales entre elles dans l'incarnation de l'universalité de l'accomplissement de la plénitude de l'humain. La naissance et le développement de la raison philosophique s'est bien réalisé dans la Grèce ancienne, alors que les mathématiques et les sciences, et surtout les arts et les techniques, ne sont pas l'apanage d'une seule civilisation. De même, toutes les religions ne se valent pas, car elles représentent des degrés très variés d'humanité, de réalisation de l'humain, ceci ne signifiant en aucune façon une quelconque atteinte à la liberté de croire ceci plutôt que cela ou de ne pas croire. L'expression « pensée européenne moderne et contemporaine » relève d'un classement tétralogique de l'histoire antique, médiévale, moderne et contemporaine, qui constitue une division chronologique et utilitaire, encore que l'on ne sache pas toujours où se situe le départ entre le moderne et le contemporain. Dans une lecture plus philosophique et sociologique de l'évolution des sociétés européennes, il est préférable de retenir le concept de modernité et son contenu,
qui donne raison d'un tournant de la culture européenne avec les XVIe et XVIIe siècles et dont les prolongements constituent une clé de compréhension du présent. Il s'agit d'un double abandon discret mais réel chez certains auteurs qui vont devenir ultérieurement des maîtres penseurs référentiels, et de la vision chrétienne du monde comme de sa morale, et de l'aristotélisme méthodologique. Machiavel invente une nouvelle divinité, la jouissance du politique dans l'accès au pouvoir et sa conservation et de manière corollaire, une nouvelle morale, du moins pour une élite, celle de ceux qui gouvernent réellement et de ceux qui aspirent à le faire, en rupture avec le christianisme et des éléments de morale universelle spontanée. Est bon tout ce qui permet l'obtention de cette finalité nouvelle comme la ruse, la trahison, le meurtre, les massacres, etc. Descartes, un siècle plus tard, opère comme l'écrira Kant plus tard, une révolution copernicienne d'ordre méthodologique. Le primat du sujet pensant sur la réalité objective perceptible par les sens dont l'un des effets ultérieurs sera la divergence entre philosophie et science. L'interface en philosophie politique de ce centrage sur le sujet humain, individuel point de départ de toute pensée, est représentée par l'anthropologie de Thomas Hobbes. Partant d'une mise en scène intellectuelle initiale de l'humanité marquée par l'individualisme absolu appelé état de nature, il pose en contrepoint l'état de société, comme une création artificielle ex nihilo par volontarisme politique et juridique de l'ensemble des individus rassemblés. C'est le fameux contrat social. Si la société est un artefact humain, elle est un construit qui peut être déconstruit. D'où l'idée de révolution à partir d'une double croyance réductrice qui se répand au XVIIIe siècle, à savoir que la société se confond avec son instance dirigeante qu'est le politique, ce dernier étant conçu comme essentiellement constitué par le droit public. La dimension prométhéenne de la modernité, à savoir la prétention de l'homme à se substituer au Dieu chrétien, déjà perceptible dans cette volonté de rupture radicale avec le passé se développe dans le rationalisme comme croyance en l'absolu de la raison humaine, toute puissante du moins dans la perspective de l'historicisme et d'un progressisme qui s'alimente de l'évolutionnisme ultérieur. Elle débouche à terme sur la formule de Feuerbach empruntée à Spinoza, Homo homini Deus, 8, et pose le problème de son propre dépassement contemporain. En effet, dans les dernières décennies du XXe siècle ont surgi des expressions suggérant une mutation de la modernité autour des concepts de postmodernité, de surmodernité, ou d'hypermodernité et de modernité tardive. La postmodernité est une remise en cause de la modernité triomphante en proclamant l'avènement de l'ère post-métaphysique au nom de l'ego dans l'instant, avec la pensée faible, Il pensiero debole, de Gianni Vattimo IX, ou sa dissolution dans la structure comme l'incarne la première étape de la pensée de Michel Foucault. Pour Gilles Lipovetsky, l'hypermodernité ou surmodernité aurait succédé à la postmodernité période courte, inaugurée autour de 1968 et caractérisée par un esprit hédoniste et libertaire. L'hypermodernité plus récente serait le triomphe de la société de marché, et de l'individualisme qui serait supposé dissoudre progressivement l'État, la religion et la famille. La modernité tardive est une expression utilisée, entre autres, par le sociologue Jean Bobéro et la philosophe Chantal Delsol en tant que troisième étape du phénomène global de la modernité. Elle serait caractérisée par l'individualisme moral et politique, allant jusqu'à la négation de la nature dans l'être humain au profit d'un construit culturel au gré de l'ego 10, au nom du pluralisme entendu comme un relativisme. L'absolutisation de la liberté du sujet serait servie par un politiquement correct au service d'une utilité commune provisoire se substituant au bien commun durable. Les étapes historiques précédentes de la modernité auraient été la modernité ascendante du XVIe au XVIIIe siècle, à laquelle aurait succédé la modernité hégémonique du XIXe siècle jusqu'aux années 60 du XXe siècle. D'une manière ou d'une autre, l'histoire de la pensée européenne moderne et contemporaine obéit à une certaine logique unitaire autour du concept d'idéologie au sens aronien de religion séculière, c'est-à-dire d'une construction intellectuelle globalisante transférant dans l'ici-maintenant la quête de salut et de bonheur de l'humanité. Dans un premier temps, s'éloignant de Dieu et de la perspective de la vie éternelle, c'est sur l'agencement du corps social et politique que se portent tous les espoirs. Mais face aux échecs retentissants des totalitarismes du XXe siècle, et au crépuscule de la forme politique de l'idéologie qui s'en est suivie,
c'est sur le corps humain que bientôt l'idéologie néo-scientiste RE apparaît en raison du progrès récent des techniques biomédicales. Ayant ainsi éclairci les concepts et les idées qu'il véhicule dans le rapport entre antiquité et modernité, l'interrogation qui s'impose à l'esprit dans ce rapport comparatif pourrait être la suivante: continuité ou changement? Autrement dit, s'agit-il d'une même civilisation? Antiquité et modernité, une même civilisation? Le Conseil de l'Europe, à partir des années 60 du XXe siècle, l'Union européenne plus tard 11, se sont livrés à une quête parallèle sur l'identité culturelle européenne en s'engageant dans la recherche de définition et d'usage respectifs des concepts de culture et de civilisation, sans aboutir de manière concluante. 12. Ces travaux commandés par des institutions publiques européennes cherchaient à combler l'absence presque totale d'intérêt des intellectuels pour la construction européenne avant les années 90 et la chute du communisme, hormis quelques militants pour la plupart des universitaires juristes ou économistes. Penser l'Europe, au sens d'une interrogation sur les fondements d'une identité commune historique et non simplement d'élaborer des plans techniques de construction institutionnelle, n'a été qu'une tentative éphémère de l'entre-deux-guerres 13. L'article civilisation du dictionnaire de la langue française retient une acception large dans le temps et dans l'espace concernant la globalité des actions et des comportements humains en ces termes: ensemble de phénomènes sociaux à caractère religieux, moraux, esthétiques, scientifiques, techniques, communs à une grande société ou à un groupe de sociétés. 14. Cela suppose un certain consensus sur les croyances, le sens de la vie et l'acceptation des normativités morales et juridiques qui en découlent. Au-delà du Commonwealth, politique et culturel, il y a un common sense qui constitue l'homogénéité d'une civilisation. Or, le concept de civilisation occidentale, dont l'Europe a été géographiquement et historiquement porteuse, semble englober en un tout l'Antiquité et la modernité, où le concept d'Occident est un curseur de déplacement géographique et historique sur plusieurs millénaires. Le foyer de cette civilisation semble partir de ce que les Européens de l'Ouest appellent le Moyen-Orient, le bassin méditerranéen, puis la remontée vers le nord-ouest de l'Europe, la traversée de l'Atlantique et la colonisation européenne des apostrophes. Une bonne partie du monde entier entraînant une domination culturelle qui s'est superposée avec plus ou moins de profondeur aux cultures locales ancestrales. Ainsi, la pensée européenne de la modernité s'est inégalement mondialisée et continue à le faire directement ou par ricochet, comme dans le cas de la suprématie à l'échelle universelle de la production audiovisuelle américaine. Cette civilisation n'est donc plus aujourd'hui une spécificité identitaire du projet d'union des États européens. Elle l'est historiquement dans ce que le préambule des statuts du Conseil de l'Europe appelle les valeurs spirituelles et morales qui sont le patrimoine commun de leur peuple. L'interrogation sur l'unité de civilisation entre antiquité et modernité européenne nous place donc face au dilemme entre éléments de continuité et de rupture. Le développement historique de la rationalité philosophique et scientifique dans le discours humain constitue indubitablement un continuum, de l'invention philosophique des Grecs jusqu'au rationalisme absolu de l'école idéaliste avec Hegel. Un certain humanisme anthropocentrique à dimension variable est une deuxième caractéristique de cette civilisation commune qui débouche de manière contemporaine sur une culture des droits de l'homme. Il s'agit d'abord d'un humanisme antique pré-chrétien marqué par une religion polythéiste aux dieux anthropomorphisés, mais où la glorification de l'être humain relève de l'esthétique et du pouvoir dans une subordination au fatum et au totum de la cité-empire. Progressivement, dans ce cadre antique, la révolution personnaliste du christianisme érige au contraire tout être humain dans une sacralité proche de la divinité monothéiste. La volonté créatrice de cette dernière fait de l'homme une image de Dieu et en même temps sa volonté rédemptrice de l'humanité déchue introduit l'homme dans la vie divine par le Christ, pleinement Dieu et pleinement homme. La prégnance d'une culture guerrière et primitive au sein de la chrétienté médiévale retardera l'accomplissement plénier dans l'ordre sociétal de cette primauté et de ce respect de la personne humaine individuelle face à tous les collectifs et leurs pouvoirs. La modernité va s'inscrire dans une laïcisation du christianisme par inversion de sens de la divinisation de l'humain. L'action du Dieu chrétien à l'égard de ces créatures humaines est insensiblement remplacée par l'attitude prométhéenne de l'autoproclamation de l'excellence suprême de l'individu humain.
Ces deux interprétations du Dieu homme et de l'homme-Dieu 15 constituent les fondements ultimes de la culture contemporaine des droits de l'homme 16. L'art reflète cet humanisme selon les différents contenus précédemment évoqués. Il reflète également en architecture les institutions des sociétés antiques qui forment le troisième élément de continuité au sein de la modernité, la forme étatique du pouvoir politique, l'état de droit. L'esquisse de la démocratie se situe dans la modernité en référence à l'Antiquité gréco-romaine comme le manifestent certaines des communications du présent colloque. Mais les éléments sinon de rupture, de contradiction majeure, sont tout aussi évidents. Il est possible d'en retenir trois principaux. En tout premier lieu, la conception antique du rapport entre le sujet humain et les ensembles communautaires jusqu'à la cité-État relève du holisme sociétal, ce qu'Aristote traduit en termes de logique philosophique. Le tout vaut plus que la partie. À l'inverse, la modernité européenne va tenter progressivement, non sans résistance au nom du tout-État, de faire reconnaître le primat du sujet humain, y compris dans l'ordre politique et social. Le christianisme a servi de pont historique entre l'Antiquité tardive, où il répand l'idée d'une sacralité de la personne et son détournement dans la laïcisation de ses principes, sous l'aspect de l'individualisme sociétal consacré par les théories fondatrices du libéralisme britannique 17. Les travaux de Louis Dumont en quête d'explications sur la singularité européenne de l'individualisme face à l'omniprésence du holisme des groupes humains qui prévalent sur les individus qui les composent, aboutit à l'idée d'une certaine généalogie prenant racine dans la conception chrétienne de la personne humaine 18. Le deuxième élément de non-continuité entre la pensée antique et la pensée moderne appartient à la conception de l'histoire. Pour les anciens, l'histoire est cyclique. C'est le retour du même, comme il en est des saisons et que symbolise l'image de la roue. Pour les modernes, c'est la croyance en une évolution positive ascendante et progressive de l'humanité. Là encore, le christianisme avec l'espérance d'une vie éternelle heureuse individuellement ainsi que d'une nouvelle création matérielle collective, a servi de support à sa version immanente et sécularisée. L'idée de progrès universel avec la promesse d'une marche linéaire de l'humanité 19, qui n'exclut pas des contradictions et des obstacles, vers une amélioration de son sort dans l'enclosure de l'ici-bas dont le terme individuel reste cependant la mort. Enfin, troisième élément et non le moindre, l'opposition entre religion et athéisme. La civilisation antique est marquée par l'omniprésence du fait religieux, à l'exception de quelques très rares philosophes matérialistes. Toutes les cultures et civilisations dont témoignent les travaux d'ethnologie mettent en évidence la structure religieuse de l'être humain, à une exception près, la modernité européenne qui voit se développer des visions athées de l'existence humaine. C'est ce qui a fait dire à Marcel Gauchet que le christianisme serait la religion de la sortie de la religion 20. Ainsi, il y a là implicitement une part d'ethnocentrisme, comme si la culture européenne était à la pointe du progrès de l'humanité et que ce progrès consistait dans la disparition de la religion. Le phénomène le plus frappant et le plus constant qui caractérise dans les 2 derniers siècles les sociétés d'Europe occidentale, c'est la déchristianisation, ce qui pose le problème de la persistance de la civilisation européenne fondée sur la matrice de 2000 ans de christianisme. La religion du fait d'imprégner la vie tout entière de l'homme, car il s'agit toujours des rapports permanents entre le Créateur et ses créatures, et donc, de la normativité à suivre pour être juste et bon selon cette volonté divine, est au cœur même de ce qui donne sens à une civilisation. La religion embrasse la société tout entière tandis que le discours philosophique, susceptible également de donner raison d'une cohérence globale de vie, ne peut être que l'apanage d'une élite intellectuelle restreinte, car sa mise en œuvre pratique apparaît difficilement transmissible au reste de la population. Ainsi donc, dans le rapport entre antiquité et modernité, le constat qui s'impose c'est la dualité fondamentale du même et de l'autre. Le mimétisme par rapport à l'antique dont s'alimente de manière récurrente la modernité manifeste une situation de relative altérité, en plongeant ses racines dans l'autre dualité, celle déjà évoquée, de l'antiquité païenne et de l'antiquité chrétienne. Mais en aucun cas, cette double antiquité ne se trouve en consonance avec la modernité tardive centrée sur l'individualisme absolutisé et sur le laïcisme ou même l'athéisme postulé. Il faut donc conclure soit par une même civilisation mutante, soit par son déclin terminal,
soit enfin par l'apparition d'une nouvelle civilisation. Cette dernière hypothèse est loin de rallier les suffrages de la plupart des philosophes historiens contemporains. Comme le diagnostiquait Marcel Gauchet il y a quelques années déjà, nous sommes devant une crise de l'avenir. L'ampleur de la mutation de civilisation dans laquelle nous sommes embarqués rend extraordinairement difficile de se projeter dans un futur et de formuler un projet. 21. Représentation de la Perse dans la pensée politique moderne 16e-17e siècle. Aurélie Chabrier. Université Toulouse IILE Mirail. D'après ce que nous connaissons des anciens empires, on les voit tous s'altérer tour à tour par le changement qu'ils éprouvent dans leurs mœurs. Mais le monde était toujours le même. Il y avait cette seule différence que les grandes qualités, les grandes vertus, placées d'abord en Assyrie, se transplantèrent en Médie, qu'elles passèrent ensuite en Perse et de là en Italie et à Rome. N. Machiavel, Discours sur la première décade de Tite-Live, 22. La Perse apparaît d'abord aux auteurs de la Renaissance comme l'une des 4 grandes monarchies de l'Antiquité. Un maillon dans la chaîne du Translatio Imperii 23. Cette représentation, largement tributaire de la pensée médiévale, est tirée de l'exégèse de Daniel, 2, 36 à 40. Au XVIe siècle, elle continue d'alimenter le discours des théoriciens pour justifier la transmission des grandes vertus aux monarchies chrétiennes. Constat de puissance d'abord. La monarchie perse se caractérise par son étendue territoriale et par la force de son gouvernement politique. L'Ancien Testament ne manque pas de références à ce sujet 24. Mais la redécouverte des auteurs antiques à la fin du XVe siècle favorise le retour à une histoire de la Perse. Histoire étroitement liée à celle de l'Antiquité grecque et romaine. Hérodote, Xénophon, Plutarque, Ammien Marcellin, entre autres, racontent la confrontation des cités grecques puis de Rome avec l'Empire achéménide et ses successeurs, Parthes et Sassanides. C'est l'histoire du monde connu. Voire de ses limites, avec Alexandre, qui va jusqu'aux confins de la perception occidentale. C'est aussi la géographie de Ptolémée, pour laquelle se passionnent les humanistes. Cette redécouverte de la Perse vient aussi en soutien d'une rhétorique sur le renforcement de l'autorité monarchique, dans le cadre de l'affirmation des États modernes. Mais nous verrons que, loin de rester figée dans son carcan antique, la représentation de la Perse ne cesse d'évoluer au cours de l'époque moderne pour aboutir au début du XVIIIe siècle à la figure bien connue et vaguement familière du Persan de Montesquieu. La Perse dans la pensée politique de la Renaissance. Dans son épître de l'Institution du Prince, Guillaume Budet propose par comparaison 25 un parallèle entre son dédicataire François Ier et Artaxerxès, roi de Perse, lequel fut plus bel homme, Esperluète mieux formé de corps, Esperluète membre qui feut en son royaume de son temps, Esperluète avec se remplit tant par nature que par continuance et exercicé de toute courtoisie, Esperluète bénignité royale, 26. Un tel portrait ne peut manquer en effet de mettre en valeur la dignité du roi de France. Il convient de noter que dans le langage politique de la Renaissance, l'Empire perse incarne l'image d'une monarchie exceptionnellement puissante et opulente. La première puissance en fait de l'Antiquité grecque. Les souverains achéménides, qui étendent leur domination sur des territoires allant de l'Indus à l'Ionie, représentent des figures d'autorité dont s'inspirent les théoriciens de la Renaissance pour illustrer certains traits indissociables de la monarchie, tels que la grandeur, la dignité, ou encore la magnificence. Ils leur permettent également de mettre en garde les princes, auxquels sont destinés leurs traités, contre les dangers et les limites inhérentes à ce type d'autorité. En particulier contre la démesure qui lui est constitutive. Ainsi Alexandre le Grand. Tout en reconnaissant au héros macédonien les qualités propres au vir virtutis, Guillaume Budet insiste sur les conséquences de son passage en Asie. Dans un premier temps, son ambition semble proportionnée au but qu'il se propose. À savoir, passer en Asie en armes à l'encontre du roi de Perse, Esperluète lui faire les défiances de guerre sous titre et couleur de ce que les Perses toujours avoient grevé la Grèce, Esperluète Aïls d'Issel, Esperluète paix circonvoisin 27. Venger les souffrances d'un peuple, recouvrer l'honneur, tel est le dessein avoué par Alexandre. Mais une fois en face de l'ambassadeur de Darius, l'ambition d'Alexandre se révèle plus forte, plus impérieuse qu'auparavant. Il s'agit de gloire, de renommée. La terre ne pourra s'abstenir de soleil, ne le paix d'Asie de roi,
Esperluette faute que je sois seul, Esperluette unique roi d'Asie, 28, déclare-t-il à l'émissaire perse. Budé souligne parallèlement la résignation, la soumission de l'empereur perse face à cette volonté inaltérable. Darius connoissant la faveur, Esperluette aspiration de fortune soya donnée, Esperluette incliné évidemment sur Alexandre, Esperluette déjà prévoyant par instinct quasi fatidique, Esperluette par augure naturel ainsi que souvent advient aux hommes avant leur ruine, se print à faire prier aux dieux, que si mutation se doste faire sur lui, il prioit qu'à Alexandre, devant tout autre, et chaste le royaume de Perse. 29. L'humaniste affirme ici la supériorité de la vertu personnelle sur la fortune. 30. L'empire perse doit revenir à Alexandre parce que celui-ci a réuni, par son courage et par sa détermination, toutes les conditions nécessaires à son élévation. Darius, 380-330 AV. J.C., le dernier empereur de Perse, s'incline donc devant le conquérant macédonien. Mais Budé met en garde le prince contre la perte des valeurs. Les qualités personnelles ayant permis à Alexandre d'accomplir une si grande, Esperluette si magnifique entreprise, 31, peuvent faire basculer son destin. La souveraineté perse corrompt. 32. Pour conserver son intégrité monarchique ainsi que sa dignité, le prince doit limiter son ambition à ses capacités et ne pas chercher à étendre sa souveraineté de manière démesurée. 33. C'est ce que souligne Nicolas Machiavel, dans son Prince, en préférant au modèle d'Alexandre celui de Cyrus. À l'instar des humanistes, Machiavel puise abondamment dans l'Antiquité des exemples pour nourrir sa réflexion politique. Il se fonde sur des descriptions historiques, ou rapportées comme telles, pour en tirer des maximes d'ordre politique à l'usage des républiques 34 ou des princes 35. La nouveauté chez Machiavel consiste en l'introduction d'un effet de réalisme dans son discours. La solennité vertueuse des anciens l'intéresse moins que la profusion d'exemples pratiques qu'ils fournissent en tyrans et autres figures de pouvoir. Dans Le Prince en particulier, Machiavel se détache de la conception idéale de Tacite pour s'intéresser aux faits politiques proprement dits. Il les conçoit dans leur efficacité, et non dans une perspective d'éthique ou de salut. L'exemplarité du modèle passe par son efficacité. À ce titre, le fondateur de la dynastie perse des Achéménides, Cyrus le Grand, 559 à 529 AV. J.C., appartient aux grandes figures de la royauté, même s'il est loin d'embrasser le portrait idéal du prince de la Renaissance. Considérons Cyrus et les autres qui ont acquis ou fondé des royaumes, écrit-il, vous les trouverez tous admirables, et si l'on considère leurs actions et méthodes particulières, elles ne paraîtront pas en discordance avec celles de Moïse. 36. Moïse sert ici de référent absolu, et inégalable, puisqu'il accomplit la volonté de Dieu. Le cas de Cyrus est plus intéressant. Sa valeur première est, selon Machiavel, d'user de son talent personnel plutôt que de se fier au rôle de la fortune. Cyrus, à l'instar de Romulus, Thésée et autres semblables, est devenu prince par son mérite propre et non par chance. 37. On connaît l'importance accordée par Machiavel à ces deux éléments pour passer de l'état d'homme privé à celui de prince, le second étant celui qui permet de mieux surmonter les difficultés survenant après l'accession au pouvoir. 38. En outre, Cyrus s'est allié la vertu à la dissimulation, qualité politique essentielle selon Machiavel. Cyrus le Grand présente, en apparence du moins, les vertus qu'un souverain doit posséder. Apparence indispensable au prince s'il veut recueillir les louanges de ses sujets et susciter leur admiration, qu'elle soit sincère ou simulée par crainte. Pour Machiavel, le résultat est identique, le maintien de l'autorité monarchique dans l'État. Cette apparence doit également servir de modèle aux générations futures, comme celle de Cyrus l'a été pour Scipion. 39. Parallèlement, et c'est ce qui le rend si intéressant du point de vue de Machiavel, Cyrus emploie toutes les ressources disponibles, y compris la tromperie, pour conquérir et conserver le pouvoir. Machiavel, déjà lecteur de Xénophon dans les discours sur la première décade de Tite-Live, soulignait la nécessité de tromper pour réussir. 40. Il reprend à cet égard la première expédition de Cyrus contre le roi d'Arménie, sans prétendre à la vérité historique. Cet exemple appartient au domaine de la représentation. L'action de Cyrus est à cette occasion un tissu de tromperie, et c'est uniquement par la ruse et non par la force qu'il le fait s'emparer de son empire. Xénophon n'en conclut autre chose,
sinon qu'un prince qui veut parvenir à de grandes choses doit apprendre l'art de tromper. Le même Cyrus joue de mille manières Cyaxare, roi des Mèdes, son oncle maternel, et Xénophon a soin de remarquer que sans cet heureux emploi de la ruse, jamais ce prince n'eût pu s'élever à ce haut degré de hauteur. 41. Il est vrai que le portrait de Cyrus, tiré de la Cyropédie de Xénophon, inquiète autant qu'il séduit les penseurs de la première modernité. Guillaume Naudet, dans ses considérations politiques sur les coups d'État, l'intègre pourtant à son programme pour la science générale de l'établissement et de la conservation des empires. 42. Il note que la théorie de la science politique ne comprend pas seulement la traditive de Platon et d'Aristote, mais encore tout ce que Cicéron en son livre des lois, Xénophon en son Prince, Plutarque en ses préceptes, Isocrate, Cynésius et les autres auteurs ont jugé devoir être entendus et pratiqués par ceux qui gouvernent. 43. L'exemple perse sert également à la réflexion humaniste concernant la nature des gouvernements. Dans le contexte de l'affirmation des États modernes, l'Empire perse apparaît comme un modèle approprié pour définir la monarchie. Dans le chapitre 4 du Prince, Machiavel introduit un parallèle entre l'antique monarchie perse, l'Empire ottoman et la France, le premier servant de comparateur aux deux autres. Sans surprise, le type de gouvernement de Perse apparaît semblable au royaume du Turc, car tous deux sont gouvernés par un seul maître, qui considère ses sujets comme ses serviteurs, tandis que l'Afran est gouverné par un prince et des barons, lesquels tiennent ce rang non pas la faveur du maître mais par l'antiquité de leur rang. 44, ce qui rend le royaume moins uni en apparence, mais entraîne d'infinies difficultés pour celui qui tenterait de y maintenir car il reste ces seigneurs qui se mettent à la tête de nouveaux changements. 45, à la moindre occasion. Quelques années plus tard, Jean Bodin réfléchit à son tour sur le gouvernement monarchique dans son ouvrage Les 6 livres de la République, publié en 1576-46. Il aboutit au sujet de l'Empire perse à une analyse plus fine que Machiavel, sans doute parce qu'elle a été nourrie par un travail préparatoire, réunissant une documentation et un savoir-faire exceptionnel, le Methodus ad facilem historiarum cognitionem, publié en 1566-47. Dans les 6 livres, Bodin tente de tirer de l'infinie variété des lois humaines des constantes qu'on pourrait qualifier d'universelles, si le terme n'était pas trop connoté. Parmi ces règles, Bodin démontre l'ancienneté et la supériorité du système monarchique sur tous les autres gouvernements. Aussi voyons-nous tous les peuples de la terre de toute ancienneté, esperluette lorsqu'ils estoient guidés d'une lumière naturelle, n'avois-tu autre forme de république que la monarchie, c'est à SCC d'y avoir les Assyriens, Médois, Perses, Égyptiens, esperluette même tous les anciens peuples de la Grèce et d'Italie, auparavant qu'ils fussent dépravés et corrompus d'ambition, n'ont vu que rois et monarques. 48. Les princes de Perse eux-mêmes, assemblés pour délibrer laquelle forme de république estoit la meilleure, confirment cette évidence. Ils résolurent que c'estoit la monarchie. 49. Traitant toujours de la monarchie, Bodin s'intéresse à 3 types différents, la royale, la seigneuriale et la tyrannique. 50. La Perse, comme l'une des monarchies qui fut première entre les hommes. 51, se place parmi les seigneuriales, bien que le souverain considère ses sujets comme des esclaves, comme à celui qui estoit entièrement seigneur des personnes et des biens. 52. Et Bodin de citer Artaban, capitaine des gardes du roi de Perse, dans une réponse à Thémistocle. Il est bien séant, dit-il, de garder les costumes de son pays. Vous estimez la liberté, esperluette l'équalité, mais nous estimons la plus belle chose du monde, de rêveur servir et adorer notre héroï comme l'image du Dieu vivant. 53. La monarchie perse serait-elle une tyrannie, sans l'avouer ? Malgré les apparences, Bodin insiste bien sur le fait que ne doit pas la monarchie seigneuriale être appelée tyrannie, car il n'est pas inconvenient q'. Un prince souverain, ayant vaincu de bonne et juste guerre ses ennemis, ne se fasse seigneur des biens et des personnes par le droit de guerre, gouvernement ses sujectes comme esclaves, ainsi que le père de famille est seigneur de ses esclaves et de leurs biens, esperluette en dispose à son plaisir par le droit des gens, mais le prince qui par guerre ou par autre moyen injuste affecte des hommes libres ses esclaves, esperluette s'empare de leurs biens n'est pas monarque seigneurial, un vrai tyran. 54. Il appert que la confusion qui existe chez les modernes entre monarchie seigneuriale et tyrannie tient au fait que les princes et les peuples adoucis peu à peu d'humanité, esperluette de bonne loi, n'ont rien retenu que l'ombre et l'image de la monarchie seigneuriale, telle qu'elle estoit anciennement en Perse et en toute la Haute-Asie.
car combien qu'auparavant, égal avant le roi Artaxerxès, les rois de Perse avaient accoutumé de faire dépouiller tout nus les plus grands seigneurs et premiers magistrats, esperluètes les faire fesser comme esclaves, si est-ce que le roi Artaxerxès fut le premier qui ordonna qu'ils serroient bien dépouillés, mais qu'il n'y avoit que leurs habits et vestements fessés, esperluètes au lieu d'arracher leurs cheveux, qu'on arracheroit le poil de leur chapeau. 55. Épisode que l'on retrouve, à peu de nuances près, dans les Essais de Montaigne. Artaxerxès ordonne que les seigneurs qui avoient failli en leur charge, au lieu qu'on les souloie fouettés, fussent dépouillés, et leurs vestements fouettés pour eux. 56. Le sens reste le même. Il s'agit de montrer le pouvoir du souverain sur ses sujets. Ce dernier agit soit dans le sens d'un durcissement, soit dans celui d'un amollissement des lois anciennes du pays. Certes, le roi de Perse est absolument souverain. 57 en son royaume, rappelle Baudin, comme sont les vrais monarques de France, d'Espagne, d'Angleterre. Mais le rapport du souverain perse à ses sujets donne aussi l'occasion à Baudin d'affiner l'image du bon père attribuée au roi. Cyrus, là encore, fait figure de modèle politique. Le gouvernement du monarque royal est du tout contraire aux tyrannies. Car le roi est tellement uni avec ses subjects qu'ils emploient volontiers leurs biens, leur sang, esperluètent leur vie pour la tuition et défense de son istat, de son honneur, esperluètent de sa vie, esperluètent après sa mort ne cesse d'écrire, chanter et publier ses louanges, esperluètent les amplifier tant qu'ils peuvent. Comme nous voyons en Xénophon le portrait tiré au vif des apostrophes. Un grand et vertueux prince sous la personne de Cyrus, où il a bien fort amplifié ses louanges, pour donner exemple aux autres princes de se conformer à lui. 58. Comme on le voit, la Perse fournit de nombreux exemples utiles aux théoriciens de la Renaissance. Son histoire, bien que partielle, éclatée et pillée au gré de leurs réflexions, appartient à l'érudition humaniste. Pourtant, il faut attendre la fin du XVIe siècle pour qu'un juriste français s'intéresse à la réunion de cette histoire fragmentée. Le président amortier du Parlement de Paris, Barnabé Brisson, s'attelle à cette tâche vers la fin des années 1580 avec toute la compétence qu'on lui connaît. Henri III ne disait-il pas de lui qu'il n'y avait aucun prince dans le monde qui pût se vanter de posséder un homme aussi savant que son Brisson. 59. Il rassemble dans De Regio Persarum Principetu Libri toutes les données disponibles sur l'Antiquité perse. 60. Il utilise à cet effet les sources grecques et romaines, parmi lesquelles Hérodote, Strabon, Plutarque, Sénèque. Les auteurs antiques sont sollicités pour reconstituer un tableau complet, dans la perspective humaniste, du gouvernement, de la religion et des mœurs des Perses achéménides, Parthes et Sassanides. Ce travail s'achève alors que s'affrontent en France les forces antagonistes des guerres de religion. L'État s'affirme tandis que surgissent des crises graves concernant la nature et les limites du pouvoir accordé au monarque. En 1589, Henri III succombe au régicide. En 1591, Barnabé Brisson est victime lui-même d'un des accès paroxysmiques de la crise ligueuse 61, soit un an après la publication de son ouvrage. Cette publication survient très tard cependant si l'on considère que, depuis un siècle déjà, une puissance nouvelle située à l'est de l'Empire ottoman suscite l'attention des penseurs politiques. Il s'agit de l'État safavide. En effet, si les penseurs du XVIe siècle ont dans leur grande majorité fait référence à la Perse dans son acception antique, la rumeur des victoires de Shah Ismail, 1501-1524, en Iran, fait une apparition discrète dans les écrits politiques 62. Gabriel Naudet, entre autres, évoque dans ses considérations sur les coups d'État, l'action de Sophie Ismaël qui, ayant par l'avis de Tréchel Kuselba introduit une nouvelle secte en la religion de Mahomet, usurpa ensuite l'Empire de Perse. 63. Jean Baudin se fait également l'écho des événements politiques qui surviennent à l'est de l'Empire ottoman, encourageant la chute de ce dernier. Ce retour à l'actualité demeure néanmoins peu documenté et très orienté idéologiquement. Il s'agit de rabaisser l'image de la toute-puissance de l'Empire ottoman, par l'élévation de son voisin le plus immédiat. Mais les conquêtes de la dynastie safavide, aussi encouragées soient-elles, ne suffisent pas à engager les auteurs politiques à tenter une comparaison entre la monarchie safavide et leur propre modèle de gouvernement. La Perse chez les modernes, la monarchie absolue en débat. Il est vrai que le XVIe siècle n'est pas une période faste pour la dynastie safavide 64. La monarchie chiite instaurée par Shah Ismail en 1501
et stabilisé partiellement sous le règne de son successeur, Shah Tahmasp, 1524 à 1576, subit à la disparition de ce dernier une succession de crises profondes de nature sociale, ethnique et religieuse, dont les observateurs européens ont du mal à saisir les nuances et qui apparaissent trop éloignées de leur propre réalité. Ce ne sont pas les quelques rapports d'ambassadeurs vénitiens, par ailleurs très positifs, qui changent ce fait 65. Il faut attendre la fin du XVe siècle, et l'arrivée au pouvoir de Shah Abbas, 1587 à 1629, pour que les théoriciens politiques s'intéressent de près à l'État perse moderne. De près. Tel est en effet le sens de leur démarche, puisqu'ils entreprennent des voyages, diplomatiques ou commerciaux, qui leur permettent de donner un éclairage nouveau sur le monde, que celui-ci soit le nouveau monde ou l'ancien, celui qu'on avait connu puis oublié. Leurs observations nourrissent à leur retour la pensée politique moderne et le débat autour de l'absolutisme, grâce à la publication de leurs relations de voyage. Il faut retenir, parmi les premiers acteurs de ce débat, le gentilhomme romain Pietro della Valle, dont les fameux Voyages 66, publiés sous forme de lettres en 1650, furent appelés à un véritable succès éditorial. Traduits en français, en allemand et en anglais 67, ces voyages dans l'Empire ottoman, l'Iran safavide et l'Inde moghole eurent un retentissement dans toute l'Europe lettrée. Pietro fait ainsi découvrir à un large public un modèle politique de premier ordre en la personne de Shah Abbas le Grand, 1587 à 1629. Celui-ci, après avoir restauré au lendemain des guerres civiles son autorité, est parvenu en moins de 2 décennies à mener une suite de réformes d'ordre politique, économique et militaire, dont le voyageur italien ressent implicitement les effets. Pour Pietro della Valle, Shah Abbas n'est pas seulement roi de ses peuples, mais le père, le tuteur, le bienfaiteur incomparable, 68. En premier lieu, il ne s'agit pas d'un roi caché, à l'instar du sultan ottoman, qui vit retranché derrière les 3 portes de son palais ou inaccessible comme l'antique Shahanshah achéménide, mais d'un roi visible, accessible à ses sujets. Il se rend régulièrement sur la place royale d'Ispahan, le Meydan Shah, pour y rencontrer le peuple ainsi que la noblesse à cheval. Pietro della Valle apprécie cette marque de proximité et explique que les courtisans de Perse font leur cour avec autant et plus d'assiduité qu'on l'a fait en aucun endroit du monde 69. L'Italien reste 6 ans en Iran, pendant lesquels il séjourne la plupart du temps dans la proximité immédiate de la cour. Il présente le regard d'un noble, à fois guerrier et courtisan sur un souverain modèle, roi de guerre, justicier et diplomate. Enthousiasmé par son expérience iranienne, Pietro della Valle fait paraître en 1628, quelques années seulement après son retour, un premier opuscule sur l'histoire apologétique d'Abbas 70, où les qualités du souverain safavide sont considérées dans leurs détails et ses défauts, la cruauté, la luxure, l'impiété dont l'accusent ses critiques. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.